pourquoi aujourd'hui on parachute comme candidat quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique de la mouvance? Moi, ça me pose un problème. Est-ce que ce choix est passé par les primaires au sein de ces partis politiques? Non, mais tout le monde a dit que c'est le chef. Le chef a décidé. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Mais lui, Joseph, dans son propos, il dit que ce sont eux qui ont choisi. Que voulez-vous qu'ils disent? Qu'est-ce que les gens viennent chercher alors là, en politique? Les choses se précisent de plus en plus. Les dés sont jetés, le duo présidentiel est connu. Et donc la fête en matière d'élection de 2026, le temps est donc donné. Et d'ici là, nous allons connaître également le duo de l'opposition. Mais pour l'instant, le duo présidentiel est connu, la fête a commencé. Et Romuald Wadayi est accompagné par Mariam Tchabi Talata, comme colistière. Les tours des partis politiques ont commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Free Speech avec Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin. Bonjour à Landry. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Il y a longtemps que je suis passé par ici. Absolument. Je suis revenu encore bien requinqué pour donner mon avis sur l'actualité politique du pays. Oui, c'est vrai, Moïse, la santé avait pris un coup, mais là, on bénit le ciel, hein, parce que là, vous revenez très en forme, très rajeuni d'ailleurs. Je tiens à dire un grand merci au grand Babu, le Dieu tout-puissant qui veille sur nous. C'est lui qui nous accorde la santé. Voilà. Landry Weton également avait été victime un peu de quelques faiblesses au niveau sanitaire, mais vous revenez bien requinqué. Un peu souffrant, on rend grâce à l'Éternel des armées, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, avec l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes là, on va jouer notre partition, tel est notre sacerdoce. Voilà, tout de suite, le coup de gueule, et moi je commence par la prison civile de Cotonou. Lorsque vous passez devant la prison civile en quittant Notre-Dame, il y a une odeur, c'est presque une bombe qui vous prend. Il semble qu'ils ont un peu vidé les choses ces 2 jours, mais l'odeur y est toujours. Déjà, vivre en prison, ce n'est pas chose facile. Et si on doit gérer des odeurs, dans le quartier d'ailleurs, ce n'est pas chose intéressante dans tout le temps. Non, je crois que vous interpellez l'agence qui gère cette prison, l'agence pénitentiaire, mais aussi les cadres du ministère de l'Environnement, de la Justice, de la Santé, il y a la police environnementale, parce que ceux qui sont aux alentours de la prison ne doivent pas vivre le calvaire de cette prison, parce que cette odeur... Même ceux qui sont à l'intérieur ne doivent pas vivre. Oui, justement, c'est ce que je dis, au-delà de ce que nous n'acceptons pas, que ceux qui sont à l'intérieur vivent cela, peut-être ceux qui sont autour de cette prison n'ont rien fait pour être obligés de subir ce calvaire-là. Donc, vivement, que ceux qui gèrent cette agence, le régisseur et tout le reste, et tous ceux qui sont sur des segments qui gèrent ces prisons, ou surtout la prison civile de Cotonou, qu'ils y fassent un tour, et qui promènent leur nez, leur narine, excusez-moi, par là, pour sentir ce que nous sommes en train de dire, parce que lorsque nous venons ici, nous ne sommes pas des anarcho-gauchistes, on ne vient pas raconter des idioties, c'est des choses qui sont qui sont vraies. Et donc, vivement que l'on puisse épargner à ces populations environnantes ces odeurs, et aussi à ceux qui vivent, parce que ceux qui sont à la prison aujourd'hui, c'était aussi des citoyens, ils sont peut-être sous le coup de la loi, ils sont dans les liens de la détention, mais toujours est-il qu'il y en a et qui vont sortir et qui vont refaire leur vie. Et donc, qu'on fasse un peu attention à ce qui se passe de ce côté-là aussi. Voilà, Moïse Soudé, moi j'avais cru, j'étais dans ma voiture, j'avais cru qu'à l'intérieur, il y avait eu un problème, mais en réalité, l'odeur venait du dehors. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, et là, le constat est patent, c'est de la prison civile de Cotonou que ça se passe. Moi, je souhaiterais... Véhicule climatisé, vite fermé. Je souhaiterais que les responsables de la prison civile prennent leurs responsabilités. C'est un problème de santé publique. Absolument. Et dans les environs, il y a des écoles. Le 15 septembre, c'est à côté. Il y a des maisons. Il y a des écoles maternelles, il y a des primaires, il y a des collèges dans la zone, il y a des habitations. Donc, pouvoir inhaler ce gaz-là, vu les difficultés... Juste à côté, il y a un terrain de sport. Vu les difficultés financières que nous éprouvons déjà, si nous devons inhaler ce gaz-là et nous rendre encore à l'hôpital, ça pose un problème. Donc, je voudrais que les gens prennent rapidement leurs responsabilités pour que cette odeur-là, qui empeste la zone, qu'on lui trouve une solution rapidement. Alors, Moïse, je reste avec vous, votre coup de gueule. Mais oui,
J'ai remarqué une escroquerie à la douce des conducteurs de taxi-moto, les émigrants. Ils sont devenus escrocs. Ouais, vous prenez Zémidjan, vous lui dites, il dit 250. Vous lui dites que vous avez un billet de 500. Il dit d'accord. À la descente, il fouille ses poches, il vous dit que lui n'a pas 50 francs. Que lui n'a que 200. Il retire toutes les pièces de 50 francs. Et il garde. Et je crois que j'ai fait l'expérience sur 5 à une dizaine de zèbres. C'est la même chose. Ou bien c'est 100 francs, ou bien c'est 50 francs. Et ils n'ont jamais la monnaie. Alors qu'avant de monter sur la moto, vous leur dites, j'ai un billet de 500, donc tu veux prendre 400. À la descente, j'aurai 100 francs. La dernière fois, j'ai été obligé de dire au conducteur, il me doit 100 francs. J'ai dit, je ne bouge pas. Il dit oui. Il se débrouille. Les gens m'ont reconnu. J'ai dit, je ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais vous prendre mes 100 francs. Allez me chercher la monnaie parce que cette façon de vous comporter là, c'est du vol. Si vous demandez, on va vous donner. Mais chaque fois, dire qu'on n'a pas 100 francs alors qu'au préalable, tu as dit à l'intéressé, j'ai la monnaie. Il monte sur ta moto à la descente. Tu gardes. L'honnêteté aurait voulu. Tu gardes son reliquat. Tout comme si tu es le seul à avoir le problème du monde. Il faudrait que les élèves sachent que nous sommes tous béninois. Nous avons les mêmes difficultés. Vous pouvez demander. Si le monsieur est de bon cœur, il va vous laisser son reliquat. Mais ne profitez pas de cette question de je n'ai pas de monnaie, alors qu'initialement vous l'avez rassuré. Je dis, chers amis, arrêtez ça. Vous êtes de père de famille et apprenez à être honnête. Si vous voulez que vos enfants soient honnêtes, soyez vous-même d'abord honnête. André Weton, vous avez été victime de ça une fois? Oui, plusieurs fois. Vous avez la carrue d'un Richard, un pacha, donc... Comme le dirait l'autre, que l'Éternel vous écoute et qu'il m'en donne suffisamment. Je suis preneur. Non, je crois que ce que Moïse est en train de dire est bien perceptible. Hein, et c'est dommage. Et moi, j'ai pris une résolution désormais, et c'est un peu comme mon épouse disait la dernière fois, je ne sais pas ce que tu fais avec les jetons, j'ai toujours des jetons dans ma poche. Et lorsque je dis le prix, je ne te donne même pas un billet, je te donne l'argent juste pour qu'on ne soit pas être obligé de tourner en rond. Non, je cherche toujours ma monnaie avant de démarrer, avant de prendre un zème, pour aller d'un point A à un point B. Mais est-ce que l'honnêteté ne veut pas que... Non, les zèmes, vous pouvez encore les comprendre parce que, bon, l'indigénat passe par là parfois. Donc, on peut comprendre qu'on veut vous en arnaquer sur 25 francs, 50 francs. Mais l'autre chose encore plus grave, c'est lorsque vous allez dans les pharmacies. Ils n'ont jamais de monnaie. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. On vous donne du bonbon ou on vous fait un papier. Et on dit, reste 20 francs, reste 25 francs, et vous ne revenez jamais. J'ai tellement de papiers à la maison que je me demande, bon là, si je devrais envoyer tout ça là à la pharmacie, c'est que je ne paierai plus peut-être. Non, là, moi j'ai dit à une femme à la pharmacie, je lui ai dit, bon, la prochaine fois, il va ajouter les bonbons à l'argent pour pouvoir venir acheter. Mais là, il n'était pas d'accord. Non, c'est sérieux. Ils n'ont jamais de monnaie dans les pharmacies. Le zème, on peut encore comprendre. On ne comprend pas. Ce n'est pas excusable. Ce qui s'est passé quand nous utilisions entre-temps les timbres. Oui. Les vendeurs de timbres. Et le soir, quand ils font le point, ça suffit pour banner nous. Ben là, moi, mon coup de gueule, c'est deux choses rapidement. Avec la complicité de la régie. Oui, je vais revenir sur les images que j'ai prises tout à l'heure en venant. Mais l'autre chose, c'est lorsque vous venez au carrefour séminaire à Tropokodji, juste au début de la clôture du séminaire, j'aurais voulu que Speedline envoie ça caméra là pour voir le désordre, le dégât environnemental. Vous avez souligné cela la dernière fois par rapport au marché Saint-Michel. Il y a les poubelles de la SGDS qui sont là. L'odeur que vous inhalez, ce n'est pas loin de ce que vous inhalez quand vous passez par la prison civile de Cotonou. Ce n'est pas possible. Et il y a des bonnes dames qui sont installées là, qui vendent là. Je dis, mais toute la journée, elles inhalent ces odeurs-là. Les déchets sont là. Ce n'est pas possible. Je ne voudrais pas indisposer ceux qui sont en train de prendre leur déjeuner. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez, c'est encore là ce matin, je suis passé par là. La poubelle est débordée. Les odeurs, je ne sais pas, il faudrait que les séminaristes qui sont au niveau du séminaire d'Atropokodji, Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji, sortent pour voir le dégât
qu'il y a là et que ceux qui ramassent les ordures puissent le faire. Ça c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, ce sera avec la complicité de Josué qui est à la régie. SGDS, hein, vous les interpellez, vous n'avez jamais d'interlocuteur de l'autre côté. Ça, je le dis clairement ici. Ça fait plusieurs mois qu'on essaie de les rencontrer, mais jamais ils sont disponibles pour recevoir. Si ce n'est pas une jeune fille qui décroche le téléphone, qui dit « je vais voir mon patron », mais ça ne vient jamais. Ça, je vous le dis. Ça fait plusieurs fois. J'étais allé à Parakou, j'ai essayé de rencontrer le responsable régional, ça n'a pas marché. Il est à Cotonou en temps, il est revenu, mais jamais il n'est disponible. À Cotonou également, il n'y a personne pour répondre quand on vous interpelle. Normalement, on devait avoir quand même des interlocuteurs au niveau de cette structure. Ils n'ont pas de réponse à vous donner. Ils n'ont pas de réponse à vous donner. Alors que c'est une structure qui gère quand même un service public. Et donc, il faut qu'on puisse avoir d'interlocuteurs pour pouvoir savoir. Lorsque vous parlez de séminaire, on doit savoir qui s'occupe, n'est-ce pas, de la zone et que très facilement la personne puisse... non, au bord de la grande voie. Hein. Ce n'est pas possible. On ne le veut pas quand même. On reconnaît que l'entreprise SGDS fait un grand travail dans la ville, dans l'assainissement du Grand Okoué. Mais on doit avoir des interlocuteurs lorsqu'on a des... Mais s'ils sont débordés par le travail, que d'autres structures soient engagées. Ils ne sont pas habilités à ramasser les ordures, mais ils sont habilités à balayer les mêmes rues toutes les nuits et nous empêcher de bien circuler. Non, le balayeur également fait partie du travail. Entre le sable et les mauvaises odeurs, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Les deux. Non, d'abord les odeurs. Oui, dans la priorité, c'est les odeurs, c'est ça qui rend malade. C'est ça qui rend malade. Et les Béninois ont du mal à joindre les deux bouts. Donc ils ne vont pas encore faire la queue dans les centres de santé pour gérer les intoxications. Il faudrait que les responsables de cette société... je crois que lorsque vous regardez le spectacle, j'aurais dû prendre les images, mais bon, ce n'est pas grave. Nous avons décidé sur ce plateau désormais de joindre à nos grognons des images, des vidéos, pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, avec la complicité de Josué qui est à la régie, les images que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est un bâtiment qui n'est pas du tout perdu. Lorsque vous êtes au Carrefour magasin à Godomé, voilà les images. Je ne suis pas rentré dedans, mais je crois que des gens peuvent aller constater ce que je suis en train de dire. Vous quittez le Carrefour magasin, Godomé magasin, et vous prenez les pavés comme si vous allez vers le bas plasma. Oui, il y a un ancien bâtiment, un ancien bâtiment de l'OCBN. Voilà, un ancien bâtiment de l'OCBN qui est là. En plein milieu. En plein milieu des pavés, au bord des rails. C'est un bâtiment. Lorsque vous essayez, je n'avais pas envie de prendre ces images pour ne pas indisposer ceux qui sont en train de peut-être prendre leur déjeuner à cette heure-ci. Mais lorsque vous rentrez dans ce bâtiment et que vous voyez ce qui s'y dépose, excusez-moi, ce n'est pas agréable. Voilà. Ce n'est pas agréable. Et j'ai fait l'expérience. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'une nuit, dans mes virées après mes prières, ma prière à l'église, je partais à la maison. Arrivé au niveau de ce bâtiment, je sentais des odeurs d'un tabac, du tabac prohibé. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas de la cigarette. C'est des produits des stupéfiants, des produits psychotropes. Et je suis sûr que c'est un gîte. Et ce bâtiment est environ à 1,5 km du commissariat de Godomé. Ah, du commissariat de Godomé. Bon, voilà, vous qui avez des estimations, trucs là-là. Mais c'est un bâtiment qu'il faut démolir. Je ne sais pas à quoi ça sert. L'OCBN n'existe plus. Ce bâtiment sert à quoi? On aurait pu quand même donner ça à un autre service, peut-être. Bon, je ne sais pas. Et vous savez, les hommes utilisent cela la nuit. Et puis, pour les sans-abri, ils restent là. Là, on peut violer l'enfant de on est en train. Oui, il y a du désordre. C'est-à-dire que, excusez-moi, du chiotte dedans, des déchets dedans. Et puis, les gens utilisent ça la nuit. Chacun vient faire sa chose. Le truc là, oui. Chacun vient pour la chiotte, l'autre vient pour chiquer. Pour chiquer le tabac, pour faire du désordre. Je crois que si ce bâtiment ne peut pas être utile à quelque chose, que l'on enlève ce bâtiment. Qu'on le rase. Qu'on rase ce bâtiment carrément, qu'on puisse avoir une vue directe sur les pavés, parce que ce qui s'y passe, ce n'est pas bon, comme le dirait l'autre, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et que ceux qui ont cœur pour comprendre, comprennent. Très rapidement, Moïse. Oui, moi, ce qui me révolte un peu dans Cotonou, quand il vous arrive les soirs de vouloir marcher, de longer un certain nombre de collecteurs, nos jeunes frères ont pris l'habitude de fumer de la drogue. L'odeur vous envahit. Oui. C'est drogue de plus en plus. J'étais quelque part là-dedans, debout, j'ai vu un groupe de 5 jeunes venir, je me suis arrêté, ils m'ont dépassé, l'odeur m'a envahi.
Parce que moi, j'ai grandi dans une brigade, donc je connais cette odeur. Et c'est des jeunes, ils s'en foutaient, quoi. Et je dis, mais nom du Dieu, qu'est-ce qui amène ces jeunes à fumer ces choses-là? Il va falloir que la police reprenne le démantèlement des ghettos. Des ghettos. Parce que vous savez, quand la sécurité n'est pas continue, quand le démantèlement n'est pas continu, les gens changent de camp. Quand vous cassez un ghetto à un lieu A et que vous n'êtes pas vigilant, ils vont créer d'autres ghettos. Ça, c'est pas bon. Ça devient dangereux pour les enfants. Parce que les enfants vont sortir le soir, ces messieurs-là, ils ont pris leurs produits, ils deviennent agressifs. Très agressifs. Ça peut entraîner des cas de viol, ils vont violer les jeunes filles. Ce que Landry a dénoncé, c'est grave, mais il y a quand même, vous savez ce qui me fait un peu mal, nous avons des sécu. Les sécu servent à quoi en réalité? Les sécu, ils sont dans les quartiers. Ils doivent pouvoir connaître ces endroits pour dire, de temps en temps, faisons des tout là, faisons les casses. Non, mais en fait, le premier drame, c'est que c'est les retraités qu'on prend pour être sécu, alors que normalement, on doit prendre quelqu'un qui est actif et qui est capable de maîtriser les situations qui se présentent dans son quartier. Je n'ai pas encore vu beaucoup de ceux qui font des travaux d'assainissement les samedis, le balayage de quartier, par exemple. Ils attendent l'approche des élections pour le faire. En tant que sécu, c'est peut-être même cette petite confiance-là qui va faire que les gens vous porteront encore davantage de confiance pour d'autres échéances. Je pense qu'au niveau des quartiers, les sécu doivent aider, n'est-ce pas, à identifier ces niches-là et à amener la police à les démanteler. Et puis là où Landry a dit tout à l'heure, bizarrement, c'est un endroit qui a été très bien assaini au départ. Mais puisque personne n'occupe le bâtiment, la nature ayant horreur du vide, les gens ont commencé par l'occuper. Ce n'est pas possible qu'on ait des jeunes qui circulent dans la ville de Cotonou. Les opérations de Diakwata. Non, les opérations de déguerpissement, au lieu de casser les marchandises des bonnes dames, qu'on aille là-bas. Dans les ghettos. Qu'on aille dans les ghettos, qu'on aille détruire ces endroits au lieu de ramasser les marchandises des pauvres dames pour préparer la rentrée de leurs enfants. Là encore, c'est une décision du gouvernement. On fait avec. On espère quand même que tous ces cris de gueule, parce que là, j'ai rencontré le porte-parole de la police nationale qui est très regardant sur tout ce qui se passe ici. Et je pense que les informations que nous avons données ce matin vont orienter la police vers le travail à faire. Le problème que vous avez posé à Godomé, c'est un endroit qui n'est pas loin, à peine à 1,5 km du commissariat de Godomé. Je pense que c'est eux qui couvrent jusque-là. Ils doivent pouvoir donc dépêcher une équipe. Il y en a même qui sont sur le carrefour là, qui sont à 2 pas, qui peuvent marcher même pour aller voir ce qui se passe. On peut dépêcher une équipe pour démanteler tout ça. Et je pense également que les autorités locales devront aider à assainir ce milieu, parce que lorsque vous regardez les pavés étaient très propres, mais dans ce bâtiment-là, il y a quelque chose qui ne va pas et on va essayer. Moi, je passe par là presque tous les jours, donc je pense qu'on va plus focaliser nos caméras sur ce bâtiment pour améliorer les choses. Nous allons rentrer plein pied dans cette émission. Romiad Ouadani, à ses côtés, la vieille, Mariam Tchavitalata, pour donc... il y a des gens qui ont caricaturé chez moi, mère-fille, en fait. Mère-fils, en fait. Non, mais je pense, pour être plus sérieux, Romiad Ouadani, le ministre de l'économie et des finances, a été choisi pour être le candidat des deux grands partis, l'UPR et le BR, qui ont d'ailleurs une alliance, un accord de gouvernance. Voilà, le candidat est connu. On va sur cet élément et on revient. C'est ici que Nestor Ouadani, de vénérer mémoire, a travaillé à la fondation du parti. Le sort, le destin, les esprits, les esprits constellés ont tellement bien agi que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire de sa disparition que nous vous recevons. 2026 est la première épreuve du système parti. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système parti. Nous vous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme. Retour sur le plateau, voilà le candidat qui allait, le jour de la disparition de son père, visiter donc le siège de l'UPR, parce que son père fut membre fondateur. Moïse Soudé, à l'annonce de cet événement, qu'est-ce que cela vous a inspiré? À l'anniversaire de son père, on va à l'église.
le décès de son père, on va à l'église, on va prier, Moïse, ou on va sur la tombe de son père pour se concentrer, pour Sacré demander Moïse. les bonnes choses à son père. Moi, le jour de l'anniversaire du décès de mon père, je suis à Porto-Novo sur sa tombe, ou bien je vais à l'église et je prie, je me concentre, je me lance par le ciel. Vous savez, ma première préoccupation, c'est par rapport au professeur Djogbeni. Qu'est-ce qu'il est venu chercher en politique? Qu'est-ce qu'il est venu chercher en politique? En 2015-2016, il a sacrifié sa candidature au profit de Patrice Talon. Parce que j'étais à une rencontre, il dit que Patrice Talon, c'est son mentor, il préfère lui laisser la place. Et en 2025, il fait la même chose pour Ouadagni. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche en politique? Tout ça pour ça. On a vu tout ce qu'il a fait comme tournée, on a vu. Il était nourri d'une certaine ambition. Et Vlan, il perd cette ambition, il adoube le candidat imposé par le président de la République. J'ai dit une chose, hein. À quoi a servi la réforme du système partisan? À quoi a servi la réforme du système partisan? Moi, je ne sais pas si le ministre Ouadagni, pour qui j'ai du respect, c'est un technocrate. Ça, c'est à n'en point douter. Il a les compétences qu'il faut pour gérer le ministère des Finances. Il a géré le ministère des Finances, même s'il y a eu des couacs. Mais je dis, est-ce que le ministre Ouadagni est membre d'un des deux partis de la mouvance, des blocs de la mouvance? Parce qu'on a dit, il faut, pour renforcer le système partisan, le candidat qui va représenter la mouvance devait être issu, qu'on appelle, des partis de la mouvance. Quel est le système de désignation qui a permis de retenir Ouadagni? Tous les souris que nous voyons là, ce sont des souris hypocrites. Et dans son discours, contrairement à ses habitudes, le professeur Djogbeni n'est pas enthousiaste. Il n'est pas enthousiaste. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Nous sommes obligés d'accompagner. J'ai déjà vu ça une fois avec le président Bouliaï, quand il avait proposé le ministre Zissou. Au départ, c'était comme ça. Mais par la suite, les gens nous ont fait des bébés dans le dos. Donc, je dis, si nous avons lutté pour réformer le système partisan, si nous avons fait beaucoup de choses pour améliorer notre vie ensemble, pourquoi aujourd'hui on parachute comme candidat quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique de la mouvance? Moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce que les gens viennent chercher alors là, en politique? Si on doit militer et qu'on finisse, c'est quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Et je crois que sur ce plateau, nous avions déjà averti que si ces messieurs-là se prennent à la légère, on finira par leur imposer un candidat qui ne fait pas partie du système. Mais vous avez dit qu'ils n'ont pas pu même se trouver quelqu'un. C'est grave. Entre-temps, nous avions appris que le chef de l'État aurait demandé au parti de la mouvance de lui proposer des duos. Est-ce que cela a été fait? Moi, je voudrais qu'on me dise quel est le système mis en place pour retenir un candidat. Ou bien le candidat a été parachuté parce qu'on s'est levé un matin, nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux, la photo circulait et puis les TikTokers et les plébés ont été déjà payés pour faire de la communication. Mais il faut penser à la survie de ces deux partis-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après le choix de Ouadagni, qu'il y ait problème entre ces deux partis politiques-là. Parce qu'il y a des gens qui nourrissaient des ambitions au sein des partis politiques. J'ai vu le faciès de mon cher ami maire de Cotonou sur une photo où pratiquement il scrutait le ciel. Il s'est dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que je deviens en politique? J'ai vu le discours de professeur Djogbeni qui était pratiquement... Il n'avait pas le choix, il est obligé d'adouber cette candidature. Ça me pose un problème. Moi, est-ce que c'est parce que le ministre Ouadagni a été un ministre des Finances, il a dirigé les finances du Bénin pendant plus de 9 ans et demi, qu'il fera forcément un bon président? Le chef de l'État nous a dit à la récente rencontre avec les jeunes, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Est-ce qu'on est sûr que le ministre Ouadagni, quand il va devenir président, il va retourner dans le giron des douanes béninoises, le PVI? Parce que c'est ça. Est-ce que le ministre devenu président va nous faire comprendre pourquoi mon État, l'État béninois, a mis 2500 milliards dans le leasing, alors qu'enfin, le Bénin n'a gagné aucun véhicule? Il y a des questions. Est-ce que le ministre peut me dire pourquoi les AME, alors qu'on en a bousillé 2500 milliards dans le leasing, on n'a pas pu les reverser? Il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est lui le ministre des Finances. Il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche. Maintenant, est-ce que politiquement, il est actif pour faire le travail? Parce que si des gens doivent militer dans les partis depuis là-bas jusqu'au sommet et que au finish, ils perdent tout. Le Messie leur tombe du ciel? C'est grave. Landry Weton, vous aurez l'occasion, parce qu'on va recevoir le ministre Ouadagni sur ce plateau, vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Avec plaisir. Moïse Soudé. Landry Weton, vous, votre lecture à la vue de ce duo présidentiel, c'est vrai que la position de Talata juste là n'est pas très clarifiée, mais celle de Ouadagni est quand même claire. Oui. Comme vous et moi, nous avions été... Peut-être que vous n'avez pas été surpris. Moi, j'ai été surpris de voir, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé,
sur les réseaux sociaux. Et ça se passe après une rencontre entre les deux partis, les deux grands partis. Hein. Oui, oui. Vous avez parlé à l'entame de cette émission d'un accord de gouvernance entre les deux partis. Je voudrais bien me rassurer qu'il y a un accord de gouvernance entre ces deux partis. Est-ce que ce choix est passé par les primaires au sein de ces partis politiques? Non, mais tout le monde a dit que c'est le chef. Le chef a décidé. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Mais lui, Joseph, dans son propos, il dit que ce sont eux qui ont choisi. Oui, mais écoutez, que voulez-vous qu'ils disent? Que voulez-vous qu'ils disent? Et l'empressement avec lequel le candidat même a commencé par faire le tour de ces blocs politiques, de ces partis politiques, moi, me pose un problème. Comment est-ce que ça a été fignolé? Comment est-ce que cela a été préparé? Écoutez, on a vu les velléités d'un certain nombre de gens. Et comme Moïse l'a dit, tout ça pour ça. Pourquoi avons-nous fait tout ça, ce mercredi rouge et tout ce Bataclan de combat pour atterrir à être obligé d'accepter des candidatures? Comment ça se passe à l'intérieur de ces partis politiques? Quand vous dites que le ministre Romeo Wardani n'est d'aucun parti politique pour lui donner la carte de membre, pour montrer, pour prouver qu'il est membre de UP, membre de BR, ça c'est, écoutez, ça ce n'est pas un problème. Encore que je ne suis pas d'accord lorsque le... Non, mais ils l'ont dit, il n'est ni du BR, ni de BR, ni de l'UP. Ça veut dire qu'on est en porte-à-faux avec les textes de la République, avec les textes qu'on a érigés dans le cadre du système partisan. On a dit que c'est les partis qui décident de la carte. Et ce n'est pas un individu qui vient proposer un projet de société. C'est encore le parti qui porte la candidature, qui propose un projet de société. Et donc, qu'on me dise que ce candidat n'est d'aucun bloc politique, d'aucun parti politique. Peut-être qu'on nous dira demain qu'il est peut-être de Mouel, peut-être qu'il est de RN, je n'en sais rien du tout. Mais lorsqu'on nous dit déjà comme ça qu'il n'est d'aucun parti politique, moi ça me pose un problème. Quel est le projet de société qu'il va nous proposer? Est-ce le projet de la personne de Romeo, du ministre Romeo Wardani, ou je ne sais pas, le projet conjoint de ces deux partis politiques? Je n'en sais rien du tout. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est lorsque j'entends le président, comment dirais-je, Joseph Diogbenou dire que c'est la première épreuve du système partisan. Et donc tout ce qu'on a fait jusque-là, le système partisan n'a pas été éprouvé, n'a pas été implémenté. Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que le lexique, moi, me pose un problème. Moi, je ne suis pas un juriste, c'est vrai, mais j'ai quand même le moyen pour comprendre les b.a.-ba d'un test comme ça, et qu'on me dise que c'est maintenant qu'ils vont prouver le système partisan et que cela soit éprouvé positivement. Moi, ça me pose un problème. Et du coup, lorsqu'on me dit aussi que celui-là qui a été choisi n'est d'aucun parti politique, je remets en cause le choix qui a été fait. Pourquoi? Écoutez, non, ça veut dire qu'on se met au travers des tests. Donc ça veut dire qu'avec le système de parrainage, la mouvance présidentielle a encore la possibilité d'avoir 3 duos. Est-ce que ce duo, oui, lorsqu'on regarde un peu le chiffre, c'est 28 parrainages. Pour être candidat, c'est 28, le duo a besoin de 28 parrainages. N'oubliez pas notre ami Paul Humpé. Ah oui, Paul Humpé, il attend ses parrainages et Bertin Corvi attend ses parrainages aussi. Non, Bertin a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge, bon bref. Il va être ministre de la communication de Wardani. Et donc, c'est pour dire, et donc du coup, est-ce que ce qu'on nous a balancé là, quand on sait que la colistière qu'on est en train de nous montrer n'est pas encore pourtant visible, parce qu'on n'est pas sûr que Mme Talata Achabi Zime est toujours truc là, colistière, vice-présidente. On n'en sait rien du tout. De toute façon, le ministre des Finances porte quand même sa dame à côté pour aller visiter les autres. Donc, bon, d'une façon ou d'une autre, moi je voudrais croire que c'est réellement le candidat de la mouvance. Parce que quand on prend les segments d'analyse, il n'est d'aucun parti politique. Il n'a pas démissionné. Et c'est encore aussi vrai que jusque-là, sa candidature n'a pas été actée. La candidature n'a pas été actée. Et moi, j'attendrai le 14 octobre prochain pour me rassurer que c'est le réel candidat de la mouvance et qu'il n'y a pas d'autres candidats qui sont
en hibernation au couvent et que, mais lorsque je vois déjà des potentiels candidats sortis tels que le président Diogbenou adoubé, comme l'a dit Moïse Alphonse Soudé, la candidature, Biotchane aussi. Donc Biotchane, il est fort clos. Par rapport au principe. La fait un audio pour apprécier. Oui, pour apprécier. Non, je suis en train de parler des potentiels candidats. Dont le professeur Joseph Fifamé, Diogbenou, on le voyait venir. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il a fermé définitivement, hermétiquement la porte. Parce que là, quand il a double, oui, il a dit qu'il a double. Est-ce à dire que c'est fini pour lui? Bon, je n'en sais pas grand-chose. Mais, je dis, il y en a qui sont encore là. Lorsque vous voyez le ministre, l'ancien ministre des Mines, Samoa Dambi, être réhabilité par le système du bloc républicain, qu'est-ce qui se prépare derrière ça? Est-ce une autre candidature qui est en train de venir? Voilà, je n'en sais pas. Par rapport à tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, on va suivre la réaction de Bertin Kovi. À chaud, il a été reçu ici en tant qu'invité du journal. Suivant. Je dirais plutôt que le ministre des Finances était celui qui remplissait les conditions, ou les critères pour être l'heureux élu. Et parce que il y a eu un point qui a bénéficié à Romuald Wadaye, ministre des Finances et d'économie par ailleurs. Il ne fallait pas être d'un bord spécifique, appartenant à la mouvance présidentielle, d'accord, mais il ne fallait pas être du BR ou bien de UPR, parce que cela créait un problème. Si on prend quelqu'un du BR, les militants UPR pouvaient refuser d'aller voter pour lui. Et si on prend quelqu'un de UPR, les gens de BR auraient pu refuser d'aller voter pour lui. Donc ce critère-là a éliminé Joseph Fifamé Diogbenou. Bon, m'a aussi éliminé. Et puis quand vous regardez le profil de Romuald Wadaye, je crois qu'il n'y avait pas mieux que lui. Et parce que si nous parlons de dynamique talent continu, qui est mieux que lui, il peut continuer facilement, puisque c'est lui qui est plutôt la cheville ouvrière par rapport à la mobilisation des ressources. Ça aussi, ça a beaucoup compté. Alors, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un échec du système partisan? Parce que là, les partis politiques n'arrivent toujours pas à dégager le candidat. Non, ce n'est pas que les partis politiques n'aient pas dégagé le candidat. Nous sommes, je vous ai toujours dit, dans un barbarisme où le chef de l'État a une relation politique polygamique. Alors, quand vous avez deux partis politiques soutenant ou bien quatre soutenant le chef de l'État, on prend le candidat de quel bord? Donc, la réalité s'est imposée in fine. Et bon, le chef de l'État, dans sa sagesse infinie, a demandé que ce soit plutôt celui qui appartienne à tout le monde à la fois. Et Romuald Wadaye remplissait plus facilement cette condition. Imaginez qu'on m'ait pris, moi. Très qualifié, oui, par rapport à l'économie et tout ce que vous voulez. Mais j'aurais eu des adversaires dans UPR qui ont dit « Ah, ils nous critiquaient ici ». Dans BR, j'aurais eu des adversaires, oui, il est allé sur ce plateau se moquer de moi ou bien me critiquer. C'était mon handicap. Si on prend... Voilà, Moïse Soudé, Bertin Kovi justifie. Non, ce sont des arguments fallacieux. On ne peut pas dire ça, que le chef de l'État a une relation polygamique avec les partis politiques. Le système est mis en place pour qu'on décide. La loi. La loi, il faut respecter la loi. Quand on dit des choses comme ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que les gens nous suivent. Les gens nous suivent, les jeunes sont dans les partis politiques qui sont appelés à faire de la politique. Mais vous leur prouvez qu'on peut se doter d'une loi et après s'en passer. Donc ça, moi, ça me pose un problème. Je n'ai rien contre la personne du ministre Wadaye, mais je dis on aurait pu désigner un candidat à la loyale, c'est-à-dire donner l'opportunité à tous ceux qui se sentent capables de briguer la magistrature suprême et de mettre en place des filtres. Parce qu'il parle de critères, il parle de... équidistance. Okay. Quels sont ces critères-là? Il faut les porter à la connaissance parce que quand les gens se taisent, ce n'est pas qu'ils sont contents. Vous pensez que là, il a créé des problèmes dans les partis politiques? Mais oui, écoutez, vous voyez le manque d'enthousiasme avec lequel les gens ne vont pas chercher le parrainage. Les gens ne vont pas chercher le parrainage, ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai toujours dit, bon, quand nous parlons ici, les gens pensent que nous racontons des histoires. Vous voyez, ils sont rattrapés par l'article 40 du Code électoral. Ceux qui vont refuser de remettre leur parrainage ne seront pas positionnés sur les listes. Nous l'avions dit, nous l'avions chanté à plusieurs reprises. Donc je dis, est-ce que, quand nous regardons, est-ce que Wadaye est le candidat qui puisse fédérer toutes les énergies des partis de la mouvance? Et je dis, je voudrais bien que les Béninois, que les TikTokers, que ceux qu'on paye pour nous insulter là m'écoutent très bien.
au lendemain de la seconde élection de Patrice Talon, la galaxie Patrice Talon a commencé par s'effriter. Et quand je parle de galaxie Talon, je parle de Séverin Quenom, je parle de Johannes Dagnon, je parle de Olivier Bocco, je parle de Joseph Diogbenou. Donc on a commencé... Aurélien Agbenouti. On a commencé par effriter la galaxie, c'est-à-dire qu'on a chassé des gens parce qu'on avait déjà en tête son candidat. Et je dis, quel que soit ce qu'on reprocherait à Olivier Bocco, c'était une personne qui arrivait à fédérer les énergies au niveau des deux partis politiques. BR et UPR. Personne ne peut me démontrer le contraire. Et ils savent bien de quoi on parle. Ça, les gens n'aiment pas cette expression. Mais personne non. ne peut me démontrer le contraire. Ils savent parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bien qu'il soit en prison, Olivier Bocco a encore des affidés dans ces deux partis politiques-là. Donc on a essayé d'écarter tout ce qui pouvait faire ombrage à la désignation de Ouada. Disons les choses clairement. Et aujourd'hui, vraiment, le professeur Diogbenou nourrissait encore une certaine ambition parce qu'il se disait qu'il est le dauphin naturel. Et j'ai dit ici, en tant que président du Parti blanc républicain, il n'est pas venu pour arroser les fleurs. Il est venu pour faire de la politique, il est venu pour dire, parce qu'en 2015-2016, il a renoncé à sa candidature pour soutenir Patrice Talon. Donc il estime qu'au départ de Patrice Talon, on devait le retourner à l'ascenseur. Mais vraiment, en 2025, il a renoncé encore. Mais est-ce qu'il était bienvenu? Parce que là, les gens n'ont pas voilà, j'ai dit, cette il n'est pas bienvenu parce que la façon dont il a été parachuté à la tête de l'UPR posait déjà problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Mais est-ce que ce n'est pas celui qui l'a mis à la tête de l'UPR qui a encore décidé une fois de comment ça va se passer? Oui, depuis le président Patrice Talon a cette finesse-là de se moquer des intellectuels et des hommes politiques béninois. Vous pensez que c'est il sait très bien les dribbler parce qu'il connaît en ce qui concerne chacun les forces et les faiblesses. Donc, il les a dribblés. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, ce que je crains... Est-ce que ce n'est pas le balayeur qui est balayé Diogbenou, la façon dont il est venu à la tête de l'UPR? Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous savez, j'ai toujours dit, et les gens, aujourd'hui, l'histoire me donne raison, je dis, si vous ne vous entendez pas, s'il y a cette cacophonie des ambitions, le chef finira par imposer. Et finalement, il l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont à mesure d'accompagner le candidat? Parce qu'une chose est d'imposer un candidat. De toute façon, ils ont tous applaudi. Ben oui. Est-ce qu'ils ont eu le choix? Une fois qu'on n'a pas encore élaboré les listes des législatives, des municipales, tout le monde reste très docile. Et donc, dès que les listes seront élaborées, déposées à la Sénat, vous allez voir les velléités sur le terrain. Les gens vont essayer de s'affranchir. On va revenir à Landry Weto. Landry, vous avez vu, hein, Bertin Corvée vous a répondu. Quelqu'un qui est à équidistance des deux partis politiques. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave lorsque je connais la clairvoyance de Bertin Corvée plutôt. Lorsque je connais son sens d'analyse, son approche communicationnelle de la chose politique, on ne peut pas nous servir. Mais il a toujours dit que... Non, on ne peut pas nous servir ce qu'on nous a servi parce que les tests restent les tests. On ne peut pas nous parler d'équidistance, on n'est pas tous mathématiciens, on n'est pas tous mathématiciens pour comprendre l'équidistance entre deux partis. Un candidat neutre. Non, ça n'a pas de sens. Les tests n'ont pas parlé de candidats. Mais si tel devrait être le cas, pourquoi on a fait tout ça? On devrait ouvrir les élections alors à tous ceux qui veulent être des candidats individuels, d'émanant d'aucun parti politique, d'être candidats. Les Daniel Leda. Je n'ai pas compris pourquoi on peut nous dire, on peut servir nous autre chose, mais pas cela. C'est nos heures. Pour vous, ça a remis en cause tout le système. Oui, ça remet en cause tout le système partisan. Et ça remet en cause tout ce que nous avions fait jusque-là. On avait une aspiration. C'était dur, Dieu a été la loi, mais reste la loi d'une façon ou d'une autre. On devrait tenir compte de ça. Est-ce à dire qu'au sein de ces partis politiques, il n'y a aucune personne, aucune ressource humaine capable de représenter ou de défendre les acquis du chef de l'État? Qu'on soit obligé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le ministre Romia Ouadagne ne soit pas membre d'un parti politique? Pourquoi? S'il a voulu être technocrate, qu'il reste dans sa loge de technocrate et qu'il laisse les politiques faire leur politique, que de vouloir s'immiscer maintenant dans cette politique-là. Est-ce que c'est lui qui s'immixe ou on l'a pointé? On l'a pointé
et celui qui l'a pointé et celui qui a accepté d'être pointé sont tous au travers de la loi. Alors qu'on sait qu'ils sont tous géniteurs de ces lois-là qu'aujourd'hui nous sommes en train d'appliquer malgré l'envie de ne pas de faire autre chose que ce que les tests disent. On se sent obligé de rester dedans et on a tous dit, oui, le système partisan, il y a 300 partis aujourd'hui, on en a 13, on en a 14, c'est bien parce que là, ça restreint un certain nombre de choses, encore que là, ce système partisan n'a pas réglé le problème de la transhumance. On en a vu qui gambadent comme dans la danse des gamètes et qui vont de partir. D'une façon ou d'une autre, ce qui se fait là, ce n'est pas ce que les tests ont dit. Et maintenant, ceux qui ont taillé les tests, ceux qui les appliquent, non. Nous sommes là pour constater juste ce qui se fait. Mais nous n'allons pas tous nous taire pour qu'on ne dise pas que dans cette République, il n'y a que des attardés. Mais vous étiez là quand le DGE allait expliquer les tests aux députés à l'Assemblée nationale. Oh oui, on leur a expliqué le test, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ce qui a été expliqué. Mais c'est que le DGE va reprendre les explications pour dire que les tests n'ont pas dit ceci, n'ont pas dit ça. Et là, on a vu le président de la commission des lois commencer encore d'autres explications alors que le débat a été mené à l'Assemblée nationale. Oui, le débat a été mené et dans quel format ce débat a été mené, dans quel environnement ça a été mené. C'est vous dire, là ça donne raison à Moïse qui dit que les gens ne lisent pas bien les tests. Forcément. J'ai dit ici, si la mouvance pense que cette loi, ce coup d'électoral, moi je réécoute mes émissions. J'ai dit, si la mouvance pense que cette loi-là c'est pour chicoter l'opposition, elle se trompe. Elle vient d'être chicotée. La pluie qui tombe pour tout le monde. C'est une humiliation pour les hommes politiques de la mouvance. C'est une humiliation. On ne peut pas se battre pour imposer un test. Et j'avais déjà dit ici, si le chef de l'État n'avait pas la même mise sur la mouvance, qu'on laisse aller à la relecture du code. Mais les gens nous ont, l'honorable Aden a fait des démonstrations. Oui, tout est normal. Mais aujourd'hui, c'est là. Vous ne pouvez pas militer dans un parti politique, faites tout ça, et qu'à la fin, vous ne soyez pas associés. Mais ils ont applaudi. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Dites-moi, au niveau des deux bureaux politiques, des deux partis-là, qui pouvaient, à l'instant là, s'opposer au choix du chef de l'État? Quand on fait une lecture faciale, vous pensez qu'il y a... Vous allez voir que c'est bien orchestré. Dès qu'on a désigné le candidat, 30 minutes après, aller sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont payés pour faire l'éloge du ministre. Moi, je dis et je répète, c'est peut-être une désignation à la Ouattara, c'est-à-dire que c'est un ballon d'essai. On a peut-être, on a dit, parce que ils ont désigné. Est-ce que les instances des deux partis on devait se réunir en congrès peut-être pour valider? Non, mais ils n'étaient pas en congrès, mais ils étaient en conclave. Conclave. Est-ce que les structures... L'information est tombée à une rencontre entre les deux partis politiques, il y a la hiérarchisation des décisions. Une gradation. Il y a une gradation. Donc, il faut descendre vers les cellules de base. Parce qu'en réalité, à la base, ce n'est pas le sommet. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont d'accord aujourd'hui pour dire, bon, nous allons accompagner Wanaï, mais sur le terrain, ils feront autre chose. J'ai dit sur le terrain. Comme d'habitude. On a fait des mécontents. Et j'ai toujours dit que le chef de l'État ne commette pas l'erreur de Boni Yahi en parachutant Zissou. Et nous avons vu ce que ça a donné. Et je dis, je suis un peu désolé pour les hommes politiques. Quand on leur parle, qu'ils nous écoutent. Aujourd'hui, d'abord, vous avez voté vous-même une loi. Vous allez demander à une personne extérieure à votre institution de vous expliquer la loi que vous avez votée. Et vous êtes là et on met la loi sous boisseau. Et personne ne réagit, tout le monde chante, il est beau, il est mignon, donc il peut gérer le pays. Je dis, ça ne se passe pas comme ça. Parce que mais la plupart du temps, les Benoît disent... Et le français qui se parle, on dit c'est le candidat de la continuité. Peut-être qu'il viendra pour corser davantage le système de la rupture. Et deuxième chose, on nous dit que c'est le candidat de la jeunesse. Mais pourtant, en tant que ministre des Finances, il n'a pas favorisé et le recrutement des jeunes. Il a fait partie d'un régime qui a promulgué la loi sur l'embauche. Les AME, on les a encore reçus sur ce plateau. Ils n'ont pas été encore reversés à la fonction publique. Peut-être que lui, il va promettre de les reverser. Écoutez, si c'est la continuité, est-ce qu'il va... Peut-être que c'est son argument de campagne. Peut-être qu'on a retenu ça pour... Je demande aux hommes politiques de prendre leur mal en patience. Non, mais en fait, oui, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que ces hommes qui sont là aujourd'hui sont fatigués et doivent céder le plancher? Non, quand vous voulez faire céder le plancher, il faut faire les choses à la régulière. Il faut faire les choses à la régulière. Parce qu'à cette allure-là, vous ne donnez plus envie aux gens d'adhérer à votre parti politique. Parce que quand on adhère à un parti politique, ce n'est pas pour les beaux yeux du dirigeant. On a envie d'occuper des postes de responsabilité. Et je suis un peu peiné parce que si Ouattara est candidat, c'est que les ambitions politiques de Diogbenou sont tuées.
C'est fini. Mais lui, il est d'accord pour ça. Et est-ce qu'il a le choix? Il est venu comment? Non, Il n'a pas le choix. Mais moi, il ne va pas toujours sacrifier ses ambitions pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un l'a fait aussi. C'est un choix. C'est un choix. Ah non, non. La vie est un choix. Vous avez des ambitions politiques. Mais il a applaudi. Donnez-vous les moyens. Je vais demander à la régie, avec la complicité de Josué, de nous préparer cet extrait-là, parce que là, on va écouter encore Maître Diogbenou, parce que là, Maître Diogbenou a félicité, n'est-ce pas, Romuald Wadayi, et c'est vrai qu'il a bégayé un peu dans son discours. Il n'était pas habitué à bégayer dans son discours. Alors si mon ami Josué est prêt, de l'autre côté de la région, on va réécouter un peu Maître Diogbenou en quelques secondes. 2026 est la première épreuve du système parlementaire. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système parlementaire. Nous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique. Voilà, le président de la République n'a pas tort, de rassurer chacun des membres de cette partie-là, Oui, c'est le problème c'est ce que j'ai comme problème. Le président Talon n'est pas sorti pour nous dire que c'est son candidat. C'est eux qui l'ont dit, que le président n'a pas tort de choisir. Mais vous voyez, dans cet imbroglio politique, je voudrais juste me rassurer sur un certain nombre de choses. Et ce n'est qu'à partir de ça que nous pourrons faire le débat dans le fond. Parce que ce qui se fait là, tout ce qui se dit là, pour moi, excusez-moi, je voudrais prendre ça comme de la mise en scène. Et puis demain, on peut se dédire, on peut se dédire tout ce qui a été fait. Bon, c'est pas la première fois, ça s'était arrivé. Voilà, je l'ai dit, lorsqu'on se rappelle le cliché de 2016, où on nous a annoncé un candidat avec une batterie de communication, GGR, je ne sais pas si vous vous rappelez, le général Robert Bian. C'était le candidat, c'était lui, il n'y avait rien à dire, patati patata, comme le dit. Pas l'homme voilà, comme l'a dit Alphonse Moïse Leblanc, on nous sort quelqu'un qui sera le joker pratiquement, et c'est lui qui aujourd'hui. Donc moi je voudrais, en matière d'analyse politique, je voudrais me rassurer d'un certain nombre de choses. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est dire qu'avec comment dirais-je, la cagnotte de la mouvance, on peut sortir encore 3 autres duos. C'est là le piège, comme le dirait l'autre. Est-ce déjà le duo, le vrai duo, ou le duo qui annonce, voilà, qui annonce la réelle candidature à venir. Oui, parce que il n'a pas démissionné. Il n'a pas eu conseil des ministres. Il y a eu conseil des ministres hier, il n'a pas démissionné, il n'a pas été sorti du. Parce que normalement, il devrait systématiquement démissionner. Il devrait, parce que du moment encore que là, on vous dira que de façon officielle, sa candidature n'a pas encore été déposée. Mais il a fait la visite en tant que qui? Il a fait la visite en tant que membre ou en tant que candidat désigné. Probable candidat. Non, candidat désigné du chef de l'État et des deux partis, et des deux grands partis de la mouvance. De la mouvance. Ouais. Très bien. Et donc, moi, je voudrais juste m'en tenir à ça. C'est-à-dire le chef d'équipe. Mais on refera ce débat après le 14 octobre. Je vais lire cette action-là avec les lunettes de la mouvance. Ne soyez pas surpris que peut-être la semaine prochaine, un tampampion saisisse la Cour constitutionnelle. Pour dire que le candidat n'a pas été désigné selon les règles. Les règles, oui, pourquoi pas. Les tests. Et que, bon, voilà, on le casse et puis bon, c'est comme ça. Parce que là, tout le monde sent qu'il y a du roussi là. Il y a du roussi. Donc, quelqu'un peut se lever, comme on est déjà habitué à ça. Mais Benoît Degla l'a dit ici. Et quelqu'un va saisir la Cour constitutionnelle. Moïse, Benoît Degla vous a dit ici que c'est le chef qui va désigner. Et ils vont suivre. D'accord, mais le chef est suffisamment intelligent de savoir qu'on ne peut pas se mettre au travers des textes. Revenu, Bertrand Corvée vous le dit. Il y a une réalité. Oui. C'est vrai que le chef a dit qu'il restera très actif dans le choix du candidat. Mais je dis qu'il y a une chose. Là, maintenant, pour moi, c'est un ballon d'essai. Et des gens sont en train de faire des communications à outrance pour enfoncer dans la tête de nos compatriotes que c'est le meilleur. Pourquoi? Mais la classe politique vous voyez la masse de parrainage que la mouvance a. Pourquoi on veut mettre
tous ces œufs dans une même panier. Si Patrice Talon contrôle la mouvance, c'est que là, il peut contrôler aussi le parrainage. Patrice Talon peut contrôler la mouvance, mais il ne peut pas contrôler le comportement des membres de la mouvance sur le terrain. Non, mais les parrainages seront recensés à un seul endroit. D'accord. Non, avoir les parrainages, parrainer un candidat ne veut pas dire que systématiquement ce candidat sera élu. De toute façon, le jeu va se jouer à l'UPR. Une chose est claire que, bon, s'il était retenu, il sera candidat. Mais est-ce que c'est lui seul là qui fera la campagne sur le terrain? Il faut des gens pour descendre sur le terrain. Et nous savons comment ça se passe. Donc je dis une seule chose, ce n'est pas le moment de faire des soustractions, des divisions. Mais il faut faire des additions. Mais le chef contrôle. Est-ce que le ministre Ouada lui-même, dans son âme et conscience, il est sûr qu'il est le candidat de l'unanimité au niveau de la mouvance? Est-ce qu'il est sûr de fédérer toutes les énergies? Aujourd'hui, les gens ne parlent pas. Parce que c'est tout frais. C'est tout frais. Et puis, bon, ça s'agite autour. C'est tout beau. Tout le monde veut montrer au ministre Ouada que, bon... je veux rester dans la BAC. Oui, on aime ton affaire, on va te soutenir. Il y a comme une façon, on essaie de lui faire la cour. Je veux rester dans la BAC. Oui, vous avez dit c'est le chef. Peut-être que nous, on ira voir le ministre, on va lui dire. Il va peut-être passer sur notre plateau. On va rester dans la BAC aussi. Dans la BAC aussi, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde, parce que ce qu'on a remarqué, c'est quand même que tout le monde, chaque acteur politique de l'UPR, du BR et même, je pense que j'ai discuté. La militance simple, hein? Oui, j'ai discuté avec Mme Claudine Prudencio de RN. Oui, elle a félicité. Donc tout le monde veut rester dans la BAC. Parce que là, celui qui va dire non, il faudrait que les Béninoises ne mettent pas en buzz la réhabilitation de Sam Mouadambi. Ah oui. On l'a blanchi d'un coup. Non, mais il n'était pas sale. Non. On sait qu'ici, nous tous, on a défendu la façon dont... On l'a réintégré dans les instances. Vous savez pourquoi on l'avait suspendu? Bien sûr. Parce qu'il avait exprimé des ambitions. Donc, voilà, on le réintègre dans toutes les instances de décision du parti. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Mais lorsque j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, mais là, j'ai remarqué que pendant que le président Patrice Talon parlait, n'est-ce pas, décrivait son candidat, les caméras sont allées sur Romuald Wadahi. En face des jeunes. En face des jeunes. C'est-à-dire la caméra est allée, tac, et elle est revenue. Alors, rapidement, si vous permettez, on va suivre cet extrait de Patrice Talon. Si on peut vraiment trouver l'endroit, la caméra est allée vite sur lui, elle est revenue. On va venir conclure après. Moi, je n'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je vais regarder parmi les gens. Ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'aime les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais... Vous avez vu? Est-ce que c'était l'expression d'un choix, Landry Weto? Je voudrais croire que les cadres étaient dans le secret des dieux, peut-être. Ils savaient peut-être ce qui venait et tout. Mais bon, c'est des prises d'image. Hein. on peut mettre ça sur. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire ce que ça veut dire, comme vous l'avez dit. Je ne suis pas contre. Je vous ai dit qu'au lendemain de la réélection de Patrice Talon, ça se dessinait déjà. Et c'est ça qui a divisé les classiques de la galaxie Talon. Il ne faut pas que les Béninois perdent ça de vue. Aujourd'hui, dans la galaxie Talon, il reste qui? Il reste Wadahi, il reste le plus grand discret ministre Tonato qui est là. Et il y a Djobénou, il y a un certain Chad. Mais donc, il y a que les requins, ceux qui nourrissaient des ambitions, ont été bottés à la touche. Donc, la galaxie avait déjà décidé. Mais aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que ça peut faire le jeu? Est-ce que ça peut faire le jeu? Parce que je dis une chose, que le Béninois m'en excuse, Olivier Bokor a été un grand ténor dans le renforcement des liens au niveau des deux partis politiques de la mouvance. Qu'on ne se trompe pas. Aujourd'hui, il est en prison. Vous pensez que de la prison ne va pas impacter les élections générales de 2026? Ne nous trompons pas. Point d'interrogation. Voilà, cette émission est totalement terminée. Landry Weto. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous suivons pour vous l'actualité. On refera ce débat lorsque la candidature du ministre Wadahi Romuald sera vraiment actée.
qualité. Et donc, ne zappez surtout pas le meilleur, reste avec M. Speedline TV. Voilà, Moïse Soudé. Oui, nos analyses restent nos analyses. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Nous avons été tous éduqués. Nous avons été tous éduqués. Et je voudrais que dans les commentaires, que chacun de nous montre son niveau d'éducation. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On connaît désormais le candidat de Patrice Talon, le candidat de l'UPR, le candidat du BR. Mais la colistière, on continue de réfléchir. C'est vrai qu'on a vu Maman Talata à ses côtés, aux côtés donc de son jeune frère. Et on n'a pas encore la toute certitude que Talata, c'est bel et bien la colistière de Romuald Wadani. On continue de scruter, on continue de poser des questions. De toute façon, nous, on n'a aucun problème avec la candidature du ministre Romuald Wadani. Au contraire. Mais on espère qu'il viendra sur ce plateau. Naturellement. On analyse les contours. Absolument. Si c'est le choix des partis de la mouvance, nous soutenons cela. Et de l'autre côté, on attend avec impatience l'équipe de football que va présenter nos amis les démocrates pour voir également si eux aussi ils sont dans la même logique, si elle va nous sortir une équipe de jeunes pour aller, n'est-ce pas, affronter dans le duel, comme vous aimez le dire, dans le langage sportif, pour aller affronter donc cette équipe de la mouvance présidentielle. On espère que ce choix également ne va pas altérer les velléités de quelques-uns qui sont tapis dans l'ombre. On espère que tous ceux qui nous montrent les souris et les dents blanches, là, dans leur cœur, parlent le même langage et que cette honnêteté va guider le soutien qu'ils vont apporter à ce candidat qui, quand même, fédère un peu les ambitions de la jeunesse. Wait and see, donc, pour la suite. Nous allons vous revenir dans un bref délai pour voir le reste des tournures que prendra donc l'actualité aussi bien au plan des partis politiques que dans la société civile et dans le reste des Béninois. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.